Hey, bienvenue dans un nouveau vlog lecture, particulièrement peut-être l'un des vlogs les plus importants, les plus significatifs de ma chaîne, parce que j'ai toujours voulu faire ce vlog-là, mais j'attendais le bon moment, et quel autre meilleur moment que pour célébrer la sortie d'un nouveau tome de la saga en question. Je suis trop contente. Alors normalement, je vais essayer de pas spoiler dans ce vlog pour que ce soit le plus public possible, que ce soit le plus accessible possible et pour que ça puisse donner envie aux gens pas encore fans de cette saga immensément chère à mon cœur de s'y mettre. J'espère que ça vous donnera envie, et pour les gens qui sont déjà à fond dans cette saga comme moi, qui vouent un amour inconditionnel, incomparable, irrévocable, et bah j'espère que ça remuera de jolis souvenirs en vous. Et puis voilà. J'ai chaud déjà à force de parler. On est le 27 juin, il est 9h24 et j'ai déjà chaud, c'est pas possible. Mais bref, vous avez vu les nouveaux prints là? Voilà, j'aime bien. Ça fait... Même si on ne voit pas trop, comme c'est un peu loin là. Mais je sais pas, ça rajoute de la couleur et du coup j'aime bien. Bref, voilà, en plus ce sera dans le thème un peu de la vidéo, parce que cette saga, c'est une des sagas les plus colorées, les plus jouissives, les plus heureuses et les plus joyeuses et les plus chaleureuses que j'ai pu connaître dans ma vie. Donc sans plus... Ça commence bien. Je viens de fracasser mon bébé par terre, c'est super. Alors dans ce vlog là, ça va être un vlog relecture, puisque c'est une saga que j'ai déjà lu, enfin surtout les 3 premiers tomes, puisque le 4e tome vient de sortir. J'attends de le recevoir dans 2-3 semaines. Je suis allée le commander hier, quand elle m'a dit que ça allait arriver dans 2-3 semaines, j'étais... mais bon, c'est nécessaire pour soutenir les librairies indépendantes, plutôt que de commander sur Amazon, qui est la question de la facilité, mais également la question de la pollution, du capitalisme, etc. Bref, on va pas rentrer dans ce débat. Mais quoi qu'il en soit, du coup, on va parler de Nevermore. Alors là, ce sont les éditions en anglais, mais il y a déjà les 3 premiers tomes publiés en français chez Pocket Jeunesse. J'avais commencé en français, et là pour ma relecture, je vais replonger en anglais, parce que comme le 4e tome, bah, pour l'instant il est disponible qu'en anglais et que je veux absolument le lire sans attendre la sortie en français, et ben va falloir que je me familiarise avec le vocabulaire en anglais, que je m'approprie un peu les termes de cet univers fantastique en anglais. Et puis aussi ça m'entraîne en anglais, parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu dans cette langue pour pouvoir progresser. Nevermore de Jessica Townsend, ici en anglais, c'est publié chez la maison d'édition Orion. Il y a un cheveu depuis que j'ai fait tomber le premier tome. Donc le premier tome, en plus j'aime trop parce que du coup, je sais pas si ça se voit, mais c'est en relief, et là les petits points jaunes, bah ça brille, voilà, c'est des petits points dorés. Donc là c'est le premier tome, là c'est Wondersmith, c'est trop mignon, j'aime trop parce que sur les couvertures du coup il y a mes enfants, et là également Holopox. Par contre la qualité d'impression du 3e tome, il est horrible, je sais pas si vous voyez, mais c'est flou. Alors je sais pas si c'est juste cet exemplaire là que j'ai acheté ou c'est commun à tous les exemplaires, mais ça pique un peu les yeux, mais de loin c'est beau, l'agencement des couleurs, la colorimétrie et tout. Donc voilà, j'ai trop hâte de recevoir le 4e tome, mais du coup en ce moment je suis en train de m'y replonger. J'ai déjà terminé ma relecture du 1er tome, que j'ai adoré, voilà. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas trop ou pas du tout Nevermore, donc je vais vous fournir un bref résumé, même si ça ne rendra pas justice au génie, à la richesse de cette saga. Alors en gros on va suivre Morrigan Crow, qui est une adorable jeune fille de 10 ans, qui malheureusement en fait est considérée comme maudite par tout le monde. C'est-à-dire qu'elle est réputée pour provoquer le malheur autour d'elle, en tout cas c'est ce que les gens pensent. En fait ils deviennent limite paranoïaques dès qu'elle est dans les parages, au point qu'ils lui tiennent pour responsable pour tous les malheurs qui peuvent arriver dans leur vie, alors que non, c'est pas vrai, elle est juste immensément adorable. Mais c'est vrai qu'elle a un petit destin un peu chelou, parce que normalement elle est vouée à mourir le jour de son 12e anniversaire. Comme je l'ai dit, elle est complètement négligée par sa famille, qui est odieuse vraiment, genre qui la considère comme moins que rien, qui la considère vraiment comme un poids, comme un fardeau. Et c'est justement quelque chose qui va peser sur elle et qu'on voit se développer au fil des tomes de manière très réaliste, mais je vais y revenir plus tard normalement. Sauf que l'échéance de sa mort s'est précipitée, puisque le jour de son 11e anniversaire sonne le glas en quelque sorte. Enfin, elle est déjà vouée à mourir ce jour-là. Sauf que cette nuit-là, cette soirée-là, ce n'est pas la mort qui vient la chercher, c'est un gentleman roux
qui est là, on voit pas trop, bon, tant pis, qui est Jupiter North, qui est le best papa adoptif ever, mais on n'en est pas encore là, qui vient la chercher, qui lui dit toi je t'emmène à Nevermore, c'est-à-dire dans mon monde magique. Elle va aller vivre avec lui, elle va faire connaissance avec tout plein d'autres personnages et surtout elle va apprendre qui elle est réellement. Jupiter va essayer de l'introduire dans une société un peu élitiste et pour intégrer cette société là elle va devoir subir plusieurs épreuves, d'où le nom de The Trials of Morrigan Crow. J'ai très mal expliqué mais en gros il y a plein de mystères, on sait pas trop pourquoi Jupiter elle a choisi elle, voilà, c'est pas juste par bonté d'âme mais c'est pour autre chose. Elle aussi elle sait pas pourquoi il a choisi, donc elle est un peu sur ses gardes parfois, mais en même temps il y a un amour qui se développe entre eux, il y a une connexion, il y a une affection tellement tendre et familial et c'est tellement beau et voilà, du coup j'ai pu le relire et il y a des choses vraiment que j'ai tellement apprécié redécouvrir et j'ai eu l'impression de retrouver ma famille en fait, parce qu'il y a des scènes comme ça qui me font toujours autant d'effet, des scènes d'une tendresse, des scènes d'une douceur, des scènes d'un humour aussi, c'est tellement drôle en fait. Ce que j'aime trop, c'est qu'il y a des répliques parfois qui sont tellement bien placées. Genre Morrigan, elle est grave salty, genre parfois c'est un peu une bad bitch, mais genre de manière très sarcastique, très incisive. Elle est vraiment très perspicace et du coup elle place des punchlines qui sont vraiment bien placées. Ça crée une dynamique narrative qui est vraiment vivifiante à lire parce que en fait ça te surprend souvent, enfin moi ça m'a souvent surpris et du coup ça m'a fait beaucoup rigoler. Pareil pour les autres personnages, ils ont cette énergie dans leur sarcasme, dans leur punchline, et couplé à ça, du coup les personnages enfants, notamment Morrigan, ils ont une pureté en eux, ils ont une candeur, il y a une certaine innocence dans le langage enfant écrit, mais c'est réaliste en fait, tu sais, c'est pas cliché ou quoi, et ça laisse place à pas mal de nuances pour exploiter toute la subtilité de la psychologie des enfants. Ce qui rend également le récit dynamique, c'est que la psychologie, enfin c'est dans le show don't tell, dans le sens où la psychologie elle est déclinée à travers les actions et pas à travers juste les mots. Ça crée vraiment un entrain dans le récit qui me happe constamment et qui me donne envie de constamment y retourner. Et en plus ça correspond tellement bien à l'univers qui, voilà, en fait c'est très coloré, c'est très dynamique, c'est très chaleureux, il y a pas mal de couches également à explorer. Au niveau de la psychologie, pour revenir à Morrigan, comme je l'ai dit, du coup c'est une enfant qui a été négligée par ses parents et tu te rends compte au fil des tomes, enfin voilà, du coup je vais anticiper sur mes autres relectures des autres tomes, cette négligence-là, ça a laissé des séquelles psychologiques, émotionnelles dans sa construction personnelle. Déjà on voit les graines qui sont déjà plantées dans ce tome 1, que ce soit au début avec des scènes vraiment insupportables à vivre avec ses parents, enfin avec son père et sa belle-mère, où voilà, ils la battent pas ou quoi, mais niveau violence psychologique, c'est horrible, et pourtant Morrigan, tu sens à quel point elle est attachée à... Ah, je vais pleurer. Elle est attachée à susciter de l'amour, à recevoir de l'amour des autres, parce que c'est quelque chose qui est très important pour les enfants, et l'autrice le montre extrêmement bien, le fait qu'elle essaie de trouver sa place, et c'est une des raisons pour lesquelles elle a envie d'entrer dans cette société qui est dépeinte par Jupiter comme une société d'amour, de famille, de cohésion, de communauté, qui la suivra toute sa vie, qui la soutiendra toute sa vie, et du coup c'est quelque chose qu'elle désire du plus profond de son cœur, et tu le sens que c'est également à cause de cette solitude prégnante, omniprésente qui l'a hantée depuis qu'elle est toute petite. Ça fait vraiment mal à voir. Après c'est pas lourd, mais voilà, en fait c'est bien distillé par-ci par-là, tu vois, et c'est toujours mélangé un peu avec une forme de relativisation, d'autodérision. Euh, mais ça n'empêche que ça fait toujours mal parce que tu te rends compte à quel point elle est blessée et que justement elle utilise un peu l'humour pour se détacher de ce mal-être profond, pour un peu prendre de la distance. Mais une fois qu'on lui prodigue de l'amour, etc., elle se rend compte à quel point elle en a besoin, et du coup ça brise un peu ces barrières psychologiques qu'elle a dressées pour survivre face voilà, à cette négligence, à ces abus psychologiques. Et du coup tu la rencontres petit à petit dans toute sa vulnérabilité et dans toutes ses failles, et c'est vraiment beau et c'est très réaliste. Et l'autrice, vraiment j'anticipe beaucoup sur le reste, mais l'autrice elle n'hésite pas, même en fait dans ce tome, parce que parfois ça parle de jalousie qu'elle éprouve envers d'autres enfants, et c'est une jalousie qui est tellement réaliste, tu vois. Enfin c'est pas un personnage qui est lissé, c'est un personnage qui connaît des hauts et des bas psychologiques, qui a des qualités, des défauts, même si elle est très gentille, mais il y a des moments où
il y a des ténèbres en elle en fait qui désirent s'exprimer, qu'elle étouffe, mais après au bout d'un moment, enfin c'est difficile d'étouffer tout ça chez une gamine de 11 ans quoi. Enfin bref voilà, du coup je trouve que sa psychologie elle est vraiment bien construite au niveau de son mal-être, au niveau de ses traumatismes d'enfance et que c'est pas négligé, tu vois, c'est pas mis de côté en mode bah elle a débarqué dans un nouveau monde et du coup ça efface tout. C'est pas parce que c'est un monde magique que mentalement elle a également complètement migré. Mais voilà, comme je l'ai dit, Morrigan c'est pas un personnage qui est lourd à découvrir, au contraire, c'est un personnage qui arrive à être lumineux, qui a de l'espoir. Il y a des moments vraiment où en fait, elle est tellement maladroite. Il y a des personnages aussi, dans les relations notamment, il y a une maladresse en eux qui me font trop fondre. J'adopte tous les personnages maladroits parce que je le suis. Genre Jupiter, par exemple, il a pas de, il, il a pas de repères sociaux. Parfois, il va répondre complètement à côté de la plaque et c'est trop drôle. Et encore une fois, c'est tellement bien amené parce que tu t'y attends pas forcément. Et je l'aime trop et du coup, il complète bien Morrigan. Et puis Morrigan s'inspire un peu de lui. Enfin, il y a vraiment une dynamique parentale, paternelle qui s'installe naturellement entre eux. Pareil pour les autres relations, que ce soit au niveau de l'amitié. Vraiment, Morrigan, elle va développer d'autres amitiés qui comptent énormément pour elle parce que ce sont ses premiers amis. Elle va se lier d'amitié avec un autre enfant. Hawthorne, je déteste prononcer son nom. Autant c'est mon personnage préféré, autant je déteste son nom. C'est Hawthorne. Vous voyez le nom de famille des... Ça, comment ça s'appelle déjà les héritiers... Inheritance Game. Je crois que c'est le nom de la famille Hawthorne. Voilà, bref. Voilà. Ce gamin, il devient ami avec Morrigan très naturellement et pour lui ça semble totalement normal, mais pour Morrigan, comme elle le dit, c'est la plus belle chose au monde en fait, c'est le bien le plus précieux parce qu'il la soutient constamment, il accepte dans son entièreté et c'est tellement mignon. Et en fait, ce gamin, je vous jure que c'est Luffy IRL, il a une pureté, il a une candeur en lui, le fait qu'il s'embarrasse pas des normes sociales, des coutumes ou je sais pas quoi et qu'il est vraiment direct dans son truc, il est très sincère, très honnête, je sais pas comment dire, mais il a une vibe de Luffy. Voilà, il est loyal, il est prêt à tout pour ses amis, il est drôle as fuck. Pareil, en fait, il est dans son monde comme Jupiter et il s'en fout. Ensuite, Morrigan, elle va peu à peu se lier d'amitié avec le neveu de Jupiter, Jack. Au début, c'est assez tumultueux entre eux parce que, enfin bref, voilà, c'est un peu enemies to friends to found family. Et c'est trop mignon parce que j'aime trop. En fait, vraiment enemies to lovers, j'en ai rien à foutre. Mais là, c'était, tu sais, un peu les engueulades de gamins, le fait qu'ils se lancent des pics et que petit à petit, ils commencent à s'apprivoiser et que c'est trop mignon. Oh, j'ai trop hâte de les retrouver dans le tome 2. J'ai trop hâte. J'aime immensément les relations. Vraiment, les relations, c'est ce qui me fait le plus fondre dans cette œuvre et ce qui fait que c'est vraiment un comfort book pour moi. Enfin, je crois que c'est limite genre, ouais, ma saga comfort book en général parce que j'aime trop retrouver leur dynamique, j'aime trop retrouver leurs répliques, leurs boutades, leurs discussions, la tendresse qui émane de leurs paroles échangées, même dans leurs regards, dans leurs sourires. C'est subtil, tu vois, et ça coule fluidement, naturellement, et c'est trop bien. Dans ce tome, j'ai pris un peu la liberté parfois de décorer. Alors, j'ai pas pu tout décorer, mais par exemple, pour les moments qui me font chavirer, voilà, je suis désolée pour les gens qui sont hyper attachés à la sacralisation des livres, mais moi, je suis pas du tout dans ce cas-là. Du coup, j'aime bien décorer, personnaliser, et en plus, je trouve que ça correspond bien au ton coloré de Nevermore. Voilà, parfois je décore et tout. Et j'aime trop parce que du coup, quand je relis, et ça attire mon attention. Je suis en mode, ah, c'est ce moment-là. Et voilà, faudrait que je continue à décorer vers la fin également pour que ce soit un peu plus homogène parce que là, j'ai décoré que la première moitié. Et je pense que je vais faire ça également pour les deux autres. Oh, j'ai trop hâte parce que du coup, dans ce premier tome, j'avais quand même pas mal de souvenirs parce que je crois que là, c'est ma 3e lecture. Mais ces 2 tomes-là, c'est beaucoup moins frais dans ma tête. Celui-là, j'ai un peu plus de souvenirs que celui-là, mais celui-là, je l'ai lu qu'une fois. Celui-là, je crois que j'ai lu 2 fois. Et celui-là, j'ai lu qu'une fois. Donc en vrai, j'ai trop hâte parce que du coup, il y aura plus de surprises. Du coup, je vais peut-être réagir à des choses que j'avais pas forcément réagi avant ou que j'avais complètement oublié. Et en plus, plus on avance, plus les tomes grossissent. Plus les tomes sont denses et je suis trop contente. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas vlogué parce que en fait je suis en plein dans le mémoire et je crois que je vais même pas finir à temps mon mémoire, donc je me dis bon quitte à être en retard, autant tourner des vidéos. Vous comprenez pourquoi relire Nevermore, me replonger dans cette saga doudou extrême, cette saga bonbon, cette
saga tellement douillette, et bah ça me fait immensément du bien au moral et vraiment genre, tu sais, je souris, j'ai des larmes aux yeux après maintes et maintes lectures de ce tome. C'est-à-dire que ça n'annonce que du bien pour la suite. Et j'ai trop hâte de vous reprendre pour vous parler des 2 autres tomes. C'est mon amour, voilà. J'espère que j'ai bien parlé de ce que j'ai bien aimé. Après, il y a aussi tout un mystère autour de Morrigan, évidemment, c'est super intéressant. Et ce sera super bien pour exploiter sa psychologie. Mais j'y reviendrai dans les 2 autres tomes parce que c'est mieux développé dans les 2 autres tomes. Et voilà, j'arrête de parler et bisous, c'est tout. Hey! Alors je vous rassure, je vous prends dans cet angle dégueulasse, très branlant, mais de manière très rapide, parce que c'est vraiment juste un peu de blabla, parce que j'en ai envie, j'en ai voire besoin, parce que là je suis peut-être la première dans le mémoire depuis plusieurs jours, et j'ai du mal à m'en détacher. Mais le soir, quand j'ai un peu le temps, j'essaie de me replonger, de continuer mon aventure dans Nevermore. Là, je suis au tome 2. J'ai pas encore fini, je suis à la moitié. Les gars, mais j'ai l'impression d'être à la maison. J'ai l'impression de retrouver ma famille. Ça me rend heureuse. À chaque fois que Morrigan, l'héroïne, il se passe un truc avec elle, genre soit elle est triste et du coup mon cœur se brise en mille morceaux avec elle et j'ai envie de défoncer des gens tellement je me sens investie, impliquée, je me sens concernée par son sort, par tout ce qu'elle traverse, par comment les gens la perçoivent et comment ça a des répercussions sur sa propre estime d'elle-même. Et quand elle est contente, quand elle éprouve de la tendresse, quand elle est apaisée, quand elle est comblée, épanouie, mais je me sens comme la plus heureuse du monde. Et après je pense aux mémoires et là j'ai envie de pleurer. Mais bref, mais sinon dans cet univers fictif, tout est parfait. Enfin après voilà, il y a des malheurs, etc. Mais n'empêche que il y a tellement de bonnes vibes et il y a des relations. En fait, de toute façon je vais me répéter dans mon bilan final, mais là j'avais juste envie de me déverser un peu. Parce que hier, genre, du coup, je lisais après avoir travaillé beaucoup, pas mal d'heures intensément son mémoire. Et en plus, là, je suis fatiguée, vraiment, j'ai une dose d'adrénaline, plus de stress, etc. Qui fait que j'ai l'impression d'être surtendue, d'être hyper tendue H24, ça m'épuise de ouf. Mais quand je plonge dedans, oh, je m'y sens tellement bien. Et du coup, merci Nevermore d'incarner cette lumière durant cette période assez angoissante. Et aussi, mais Jupiter du coup qui est son mentor slash figure paternelle, mais plus j'avance et plus genre je tombe amoureuse de lui. Il est parfait. En fait, genre, tu sais, il a ce côté très tendre avec Morrigan, il a ce côté très sarcastique, enfin, premier degré, humoristique, dérision, et il y a ce côté parfois hyper badass où par exemple il se sent hyper concerné par le sort de Morrigan et du coup dès que quelqu'un voilà, montre un peu d'hostilité envers elle, genre il sort de ses gonds et genre il la défend et moi je suis en mode mais j'ai envie qu'il soit le père de mes enfants. Même si là je veux pas d'enfant, mais en même temps Morrigan c'est un peu mon enfant, du coup on est un peu en coparentalité déjà avec Jupiter, donc on peut faire autre chose aussi hormis la coparentalité, enfin bref, voilà. Pareil son meilleur ami Hawthorne, qui est sa mini Buffy, c'est ouf, vraiment sa loyauté, ah je les aime, ah, je les aime et ça me fait du bien d'avoir ce cocon là. Et vraiment, genre, en fait, j'ai l'impression de ne pas rendre justice à la lumière qui se dégage de ma lecture. Parce que, en fait, pour ça, il faudrait que je vous cite des moments et j'ai pas envie. Si, par exemple, je vous raconte les moments qui me font rire, j'ai l'impression que ce sont des moments que tu dois vivre, en fait. Et que tu peux pas raconter comme ça, sinon ça atténue grandement le caractère humoristique de la situation. Enfin, en fait, c'est ce genre de moment tellement familier, intime, enfin que tu ressens si t'es proche des personnages et du coup c'est drôle et c'est hyper joyeux et tout et c'est hyper revigorant si t'es proche des personnages et du coup faut le vivre par lui-même tellement c'est bien fait, tellement c'est tellement naturel et voilà, je suis en train de blabater mais là, il faut que je me prépare pour aller à la médiathèque pour y passer toute la journée, pour de 1 travailler là-bas, et de 2 profiter de la clim, parce que du coup on est 1er juillet, donc c'est une journée caniculaire particulièrement. Donc il va faire 40 degrés et j'ai pas envie de rester chez moi, là genre j'en peux plus. Donc je vais aller à la médiathèque. Je vous laisse et on se retrouve quand j'aurai avancé.
Hey, je vous retrouve, on est le samedi 7 juillet, il est 10h22 et je vous retrouve pour le bilan final enfin du tome 2 de Nevermore. J'ai eu le temps de le finir, j'ai eu le temps d'entamer le tome 3, mais j'ai pas du tout le temps et surtout l'énergie de vous faire une lecture jusqu'à maintenant, parce que quand je rentrais chez moi après avoir bossé pendant des heures sur le mémoire, j'étais exténuée, j'étais à moitié dans les vapes et il y avait plus trop de motivation. Et pareil le matin, même le matin, genre je commence à travailler. Mais bref, voilà, en fait, je suis dans cette période d'adrénaline, cette période de rush, entre guillemets, même s'il me reste du temps quand même, jusqu'à la soutenance et jusqu'au rendu du mémoire, mais j'essaye de prendre de l'avance, parce que si je prends pas d'avance, bah, je sais que je vais angoisser, mais j'ai quand même eu le temps de le dévorer, et franchement, ça a été une bouffée d'air frais, quand le soir, quand j'avais de l'énergie, je me replongeais dans l'univers de Nevermore, et mon dieu, mais comme ça me faisait du bien. Et en fait parfois j'étais tellement immergée que le soir je rêvais de Nevermore, mais pas dans le sens de l'univers ou quoi, mais plutôt de certaines vibes. Par exemple quand Morrigan elle s'énerve et qu'elle affronte certains autres camarades qui sont hyper des connards avec elle, et bah dans mon rêve, genre pareil, je défends mes amis en me battant contre un mec par exemple, tu vois, et c'était trop cool. Bref, ou alors là cette nuit j'ai rêvé que j'étais rejetée par des gens, alors que, enfin, en lisant le tome 3, Morrigan, elle se fait petit à petit une place reconnue au sein de sa communauté, mais il y a quand même cette vibe d'isolement sur laquelle je vais revenir normalement dans ce tome 2 là, qui fait que parfois c'était très prégnant, et du coup bah, cette nuit j'ai rêvé que j'étais un peu à la place de Morrigan et que personne me calculait, et que bref c'était un peu blessant, mais bon bref, voilà pour vous dire à quel point je me sens ancrée dans cet univers-là et je me sens investie dans le dessin des personnages, notamment de Morrigan, ce qui nous fait une très belle transition, puisque du coup dans ce tome 2, ce qui a été assez parlant, et je pense dans le tome 3 également, mais dans le tome 2, c'est le développement de Morrigan, par rapport également à l'univers, à la manière dont on découvre l'univers, parce que ça rentre un peu en diapason avec son développement, dans le sens où on découvre de plus en plus des pans illégaux, genre ténébreux de l'univers de Nevermore, alors que jusqu'ici c'était vraiment centré autour d'une atmosphère très colorée, très chaleureuse, très vivifiante. Mais là, tu découvres qu'il y a également des gens qui sont illégaux, qui sont immoraux, il y a des mises en scène morbides, tu vois à quel point les gens sont prêts à tout pour certaines causes, notamment capitalistes, voilà. Et à côté de ça, t'as Morrigan qui découvre tout ça, qui découvre que les valeurs qu'elle porte et les valeurs à laquelle elle croit peuvent être altérées par des comportements de personnages plus ambigus, tu vois, c'est jamais tout blanc ou tout noir, et c'est un peu comme un miroir à la psychologie de Morrigan, dans le sens où Morrigan, sa psychologie va également être développée, va être nuancée de manière assez complexe. En fait, Morrigan, en gros, elle a, pour pas vraiment vous spoiler, mais quand même vous montrer quelques trucs, mais Morrigan, elle a deux figures adultes de repères dans sa vie. T'en as un qui est incontestablement toxique, qui lui dit des choses affreuses, qui lui renvoie une image d'elle qui est complètement twistée, qui est complètement altérant. Je sais pas comment on dit, mais genre c'est morbide quoi, enfin il lui dit t'es capable de ça, de ça, de ça, alors que ce sont des choses horribles. Et d'un autre côté t'as une figure paternelle positive qui est accessoirement mon mari, qui est Jupiter, et qui l'encourage à explorer son potentiel et à également croire en elle, croire en la lumière qu'elle porte en elle, et au fait qu'elle peut faire le bien par rapport, contrairement à tout ce qu'on a véhiculé autour d'elle par le passé, dans son enfance très traumatisante. Du coup il y a cette balance, même si évidemment je penche plus du côté de ce que Jupiter lui dit, et que je crois en la sincère bonté de Morrigan, et elle en fait preuve pendant tout ce tome-là, elle fait preuve de courage, de force mentale, de résilience, de persévérance, et c'est très très beau à voir. Mais je me dis peut-être que cette part de noirceur en elle, c'est quelque chose qui est également existante, enfin on le voit, on voit également cette part dans ce tome à travers certaines scènes où il y a des moments par exemple de jalousie, etc., qui sont entièrement compréhensibles, parce que ça vient également de son héritage traumatique, et ça vient peut-être également dans sa personnalité, mais c'est pas forcément des choses qu'il faut réprimer, parce que ce sont des choses humaines. Et je pense que la figure toxique dans sa vie, son repère toxique, dit des choses peut-être vraies, mais pas jusqu'à être toxique, genre Morrigan c'est pas quelqu'un de toxique, mais qui met en avant sa part de noirceur, et du coup plus tard faudra qu'elle compose avec ça et qu'elle le réprime pas, tu vois, qu'elle l'assume, mais qu'elle voit que c'est pas ça la définit pas. Je pense que Morrigan c'est un équilibre, enfin plus du côté positif que négatif, mais
c'est un mélange entre ces deux figures-là. Et d'autant plus qu'on voit à quel point elle est influencée par ce qu'on peut lui renvoyer, par comment on peut l'estimer, parce que ça a une très forte influence dans la manière dont elle se perçoit elle-même, et c'est entièrement normal puisque c'est encore une enfant qui est dans cette période très tourmentée de préadolescence et qui est en train de se découvrir, qui est en train de s'explorer, qui est en train de voir ce qu'elle vaut, ce qu'elle mérite. Et du coup, par exemple, dans sa relation avec Jupiter, tu vois à quel point, par exemple, elle imite Jupiter, elle prend un peu sa manière d'être, sa manière de s'assumer, et c'est trop mignon parce que ça se voit que Jupiter, donc c'est une bonne influence pour elle, et c'est trop mignon, c'est trop bien fait, voilà. Mais sinon, en dehors de toute ce dilemme moral, psychologique autour de Morrigan, qui est super intéressant à explorer et super intéressant à appréhender, Morrigan, c'est également quelqu'un qui est tellement j'en perds mes mots, mais Morrigan, c'est quelqu'un qui est tellement lumineux. Elle a ce côté bitchy, un peu, qui se révèle dans le sens où elle aime un peu les gossips, elle aime un peu les dramas et tout, et ça fait trop rire. Elle a ce côté également hyper dynamique, je sais pas comment dire, mais je crois que je vous l'avais dit un peu dit, dans le sens sarcastique, dans le sens où elle est vive dans ses répliques, ça fuse de manière tellement naturelle et tellement bien placée. Elle a du mordant, elle est ingénieuse, elle est audacieuse, et je suis juste tellement fière d'elle, elle est tellement pure, et tu sens qu'elle grandit. Alors, la manière dont elle grandit, il y a une part qui est assez triste et une part qui est vraiment très belle à voir. Alors, du côté positif, tu vois que elle a envie de protéger les autres, et que par exemple avec Jupiter, ils développent une relation où ils se protègent mutuellement, où ils se sentent concernés mutuellement par ce que l'autre vit. Et par exemple, elle, du coup, elle veut aider Jupiter dans l'enquête qu'il est en train de poursuivre. Et elle fait de son mieux, elle le protège également, elle essaye de le défendre. Pareil pour Jupiter. Et du coup, il y a une relation d'égalité presque, même si, voilà, encore une fois, Jupiter, ça reste quand même sa figure parentale. Mais tu sens qu'il laisse quand même de la place à Morrigan pour développer sa propre individualité. Et Morrigan, du coup, par cette indépendance qu'elle développe, elle le met au service en partie également pour protéger Jupiter, pour l'aider, et c'est trop mignon. Et dans le côté un peu plus négatif de la prise en maturité de Morrigan, Jupiter par exemple, là du coup il est vraiment occupé par autre chose, malheureusement par d'autres responsabilités, et il a moins le temps de profiter de son rôle de parentalité, de son rôle paternel envers Morrigan, ce qui fait qu'il y a peu de scènes au final entre eux. Et c'est triste parce que tu vois que Morrigan, elle subit des choses affreuses à l'école, mais elle peut pas en parler, et petit à petit elle emmagasine tout en fait. Et ça fait comme une boule noire. Et à un moment elle relativise sur ces moments de solitude, et elle s'isole de plus en plus. Tu sais, ces moments-là où tu te sens seule, et du coup tu vas trouver un abri, un réconfort, un cocon autre, mais du coup ça t'isole encore plus des autres parce que tu veux te protéger en fait de ce sentiment blessant de solitude que t'inspirent les autres. Et je sais pas trop si vous voyez où je veux en venir, et c'est un peu ce qui arrive à Morrigan dans le sens où ouais, il y a ces moments de vulnérabilité extrême qu'elle fait un peu passer pour de la force, et c'est horrible. Et oui, le fait qu'elle doit gérer elle seule certains traumatismes qu'elle développe dans ce tome-là. Après, traumatisme, c'est peut-être un gros mot, là, pour l'instant. On verra comment ça se développe par la suite, mais c'est des moments qui sont assez forts, je trouve, pour une enfant, à être confrontée à tout ça. Mais le positif, c'est que quand Jupiter, il revient, à chaque fois, il revient lors de bons moments, tu vois, des moments où Morrigan, elle est sur le point de basculer dans les ténèbres à tout jamais. Jupiter, pop, il est là. Et c'est trop mignon. Et en fait, tu vois à quel point Jupiter représente l'ancrage dans le monde de Morrigan, pour l'instant. À quel point finalement elle reste quand même dépendante de lui, parce que elle se languit de sa compagnie, du fait qu'elle peut s'épancher sur ce qui lui arrive, sur ses sentiments, et elle sait que Jupiter c'est la personne qui la jugera jamais. Et tant qu'il est là en tant que représentation de la confiance qu'elle lui inspire, elle sait qu'il lui reste un espoir à elle, tu vois, pour devenir quelqu'un de bien. En dépit de tous les doutes qui peuvent l'assaillir, c'est tellement beau à voir. Vraiment, leur moment de retrouvailles, à chaque fois, j'ai envie de pleurer, et j'ai l'impression que c'est une réunion familiale dans laquelle je suis incluse tellement c'est bien écrit.
comme je l'ai dit, je crois, mais les dynamiques, c'est tellement bien écrit que t'as l'impression d'être intégré à cette dynamique familiale, amicale, etc. T'as l'impression que t'as ta place dedans, et c'est trop bien fait, et c'est tellement cocooning et chaleureux. Pareil, par exemple, Jacques, qui est en quelque sorte, du coup, son nouveau grand frère, parce que c'est le neveu de Jupiter. C'est vraiment une relation fraternelle, mais genre c'est trop bien fait, parce que tu sais, il y a un peu des taquineries, des chamailleries, mais il développe une complicité qui est indéniable. Là, Jacques, c'est vraiment un grand frère, il montre qu'il se soucie de Morrigan, mais un peu en mode maladroit, tu vois, et c'est trop bien, j'aime trop mes enfants. Hawthorne qui est son meilleur ami, best friend, sa loyauté, mais parfois je suis en mode, mais ce gamin, en fait, il doute jamais une seconde de Morrigan et il est toujours là pour elle, il est toujours là pour la défendre face aux gens qui sont un peu sceptiques vis-à-vis d'elle. En plus, genre, je rentre pas trop dans les détails parce qu'il y a tout un mystère autour d'elle, mais voilà, c'est pour vous laisser découvrir parce que c'est vraiment le plot twist du tome 1, quoi. Comme je dis, on dirait Luffy dans le sens où il est juste hyper pur, hyper positif. Et du coup, tu pourrais te dire, ouais, mais du coup, ça manque de développement, ça manque de réalisme, de nuances. Mais moi, ça me dérange pas dans le sens où c'est bien fait et que ça apporte tellement de bien et que c'est inspirant et que c'est brillant. Enfin, il y a quand même du développement et j'imagine que peut-être par la suite, il va être développé, mais j'ai un peu peur de ça, quoi. J'ai peur de perdre un peu cette lumière, qu'elle devienne plus tamisé. Genre là, Hawthorne, il est parfait comme il est pour moi. Cadence, qui est un personnage, un personnage féminin avec qui Morrigan a eu beaucoup de mal dans le premier tome, mais là, elles deviennent de plus en plus proches, voilà. Et c'est fait petit à petit. Et c'est d'autant plus satisfaisant que de base, Cadence, c'est quelqu'un qui est vraiment taciturne, qui a ses raisons de l'être, hein, vraiment, enfin, je vous laisse découvrir. Et petit à petit, voilà, elle développe vraiment une belle complicité et ça fait trop du bien à voir. Pareil, au niveau de la fin de Family, il y a des moments qui sont trop choupinés, ça fait trop chaud au cœur de voir à quel point Morrigan, elle est acceptée dans une nouvelle famille, qui la chouchoute parce qu'elle le mérite, voilà. J'aimerais revenir également au niveau des scènes drôles. Je trouve que la manière dont c'est développé, les mécanismes humoristiques, c'est un peu proche, genre comme si tu regardais un film comique, quoi, genre une comédie. Je sais pas comment dire, mais c'est très visuel. Le timing, il est bien placé, c'est bien mené, le rythme et tout. Et du coup, genre j'imagine dans ma tête, je suis en mode, mais c'est tellement graphique dans ma tête et c'est tellement plausible et ça renvoie un peu à des mécanismes qui sont assez classiques, mais ça marche trop bien avec le développement des personnages, avec le fonctionnement de leur dynamique, de leurs relations, de leur jeu de verbal, de tout en fait. Et ça colle tellement bien à l'atmosphère. Il y a des scènes qui sont trop drôles, qui sont vraiment décalées, qui jouent sur ça, sur le truc un peu premier degré. Là, plus le temps passe et plus je me rapproche du moment où j'aurai enfin le tome 4 entre mes mains et j'ai trop hâte. J'ai quand même des appréhensions pour la suite. J'appréhende le fait que du coup ils vont grandir. À chaque tome en fait ils prennent une année. Donc là Morrigan et tout ils ont 12 ans. Là ils vont avoir 13 ans. Donc dans le tome 4 ils auront 14 ans. Ça se rapproche de l'adolescence, même de l'âge adulte. Et j'ai l'impression en fait d'avoir cette appréhension, cette peur de mère qui est en train de voir ses enfants grandir. Après ils vont être confrontés à plein de choses qui vont faire mal en fait. C'est sûr qu'ils vont souffrir. Et dans le sens où ils vont souffrir, j'ai peur que Jupiter, mon mari, il meure. Parce que c'est vraiment ce trope de la littérature jeunesse où la figure, le mentor, meurt pour permettre aux enfants de grandir encore plus, alors que non, ça va leur faire du mal et ils peuvent grandir même en étant attachés à une figure de mentor qui juste il prend sa retraite et voilà, il part en vadrouille ou je sais pas quoi. Donc j'espère qu'il va pas mourir. Ce serait horrible, ce serait un coup atroce pour Morrigan notamment dans son développement. Elle va encore perdre sa famille, enfin bref, voilà. J'ai peur de ça. Je pense également à la romance. Dans le tome 3, Morrigan, elle a toujours pas de love interest ou quoi, mais après c'est un truc qui est assez classique dans les romans initiatiques. J'avoue que quand je regarde cette dynamique avec d'autres personnages, j'essaie un peu de deviner, d'imaginer si ça peut se transformer en romance à chaque fois. Pour l'instant, c'est tellement platonique. Et franchement, si Morrigan, au final, à la fin, elle a pas de truc romantique ou quoi, franchement, tant mieux. Enfin, je trouve que c'est original et que ça montre qu'on n'a pas vraiment forcément besoin de ça. Si tu trouves un amour, enfin, c'est super également. Mais là, son ancrage, ce sont ses amis, sa famille, et c'est déjà très suffisant. Et par exemple, si elle a un love interest, je verrais tellement pas avec Hawthorne, c'est tellement son meilleur ami, je trouverais ça dommage, j'aurais trop peur que ça gâche un peu la dynamique de leur amitié qui est tellement spéciale pour moi, tu vois. Avec Jacques,
c'est limite son frère, tu vois. C'est bizarre. Avec Cadence, par contre, j'avoue que c'est mon choix numéro un avec Cadence. Parce que la manière dont ça se développe, c'est très slow burn. Ça commence en enemies en plus. En vrai, je trouve qu'elles se complètent bien, elles sont trop mignonnes ensemble. Mais voilà, en vrai, c'est pas le truc principal. J'appréhende en avance. D'où le mot appréhender parce que c'est en avance, en bref. Et voilà, je vais arrêter de parler parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Je galérais pour ce montage, entre le mémoire et tout surtout. À vrai dire, je voulais attendre de glow up un peu mon matos pour faire une vidéo digne de ce nom pour rendre hommage à Nevermore. Parce que là, du coup, avec l'éclairage, avec la qualité du micro qui est pas ouf, en fait, je voulais faire un montage de ouf, tu vois, avec, je sais pas, des plans dans la nature, des plans où je lis, comme dans les vlogs qui sont super bien faits. Mais en fait, à chaque fois que je filme dehors, j'ai peur qu'il y ait des gens craignos qui regardent mes vidéos et qui repèrent là où je suis et qui me stalkent. Je pense que j'ai regardé trop de threads d'horreur, mais ce sont des choses qui peuvent arriver et puis je sais pas trop ce que ça apporte, tu vois, à la vidéo. Déjà qu'elle dure longtemps parce que je parle déjà beaucoup. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo rend hommage au moins à la passion que j'ai pour Nevermore. Et j'espère quand même pouvoir glow up ma chaîne, mais le truc c'est que je peux pas faire beaucoup d'effets spéciaux dans les montages, de trucs hyper travaillés parce que c'est trop lourd après pour mon ordi et déjà que dans mon ordi il y a plus trop de place, mais voilà, c'est pas grave. Je vous retrouve quand j'aurai avancé ou même littéralement fini ce tome là. Voilà, je suis qu'en début, j'ai trop hâte de lire. Surtout que en fait j'ai l'impression de le redécouvrir un peu une nouvelle fois, enfin une première fois, parce que ça fait longtemps que j'ai lu et comme je vous l'ai dit, j'ai lu qu'une fois. Il y a des moments où j'ai vraiment oublié, des petits rebondissements. Et en fait, la seule scène qui me reste en tête, c'est la scène lesbienne. Parce que j'étais trop bien la représentation. En plus, c'est bien fait, c'est bien amené, c'est naturel. Enfin bref, je m'avance encore une fois. Et j'ai hâte. Voilà, je vous retrouve quand j'aurai des choses à dire. Et salut! Hey, je vous retrouve, on est le dimanche 13 juillet, il est 9h51 et je reviens enfin pour vous faire le bilan de Holoxpo, aka le 3e tome de Morrigan Crow, de Nevermore, tout ça. J'ai essayé d'être efficace, rapide, complète parce que je commence à mourir de chaud et j'ai envie d'ouvrir les volets, mais j'ai peur d'ouvrir les volets pendant la vidéo et qu'il y ait du bruit, il y a pas mal de trafic qui passe, donc c'est pas très agréable. J'ai également une petite mésaventure à vous rapporter. Je vous avais dit que j'avais commandé le 4e tome en librairie, donc j'ai dû attendre 2 semaines. Les 2 semaines sont écoulées et j'ai pu recevoir le mail salvateur qui a annoncé que ma commande était disponible dans sa librairie. Sauf que déjà dans le mail c'était écrit votre commande Nevermore de Trials of Morrigan Crow est disponible, et en fait c'est le titre du 1er tome, donc j'étais en mode il y a une couille quelque part. Donc j'y suis allée de manière assez désespérée, assez pessimiste, parce que j'étais en mode ok, il y a eu une méprise. Et effectivement, il y a une méprise parce que quand j'avais commandé, j'avais demandé le dernier tome paru de Nevermore. Comme chaque tome, comme vous pouvez le voir, a un titre indépendant, j'aurais dû dire directement le tome 4, Silverborn. Mais pour moi, dans mon esprit, Nevermore, c'était le nom de la saga au complet. Et je pensais que la libraire avait compris, puisque quand j'avais dit que je voulais le dernier tome paru, j'avais pensé percevoir une lueur de compréhension dans son regard, mais non. Visiblement non. Voilà, donc je n'en veux pas du tout, c'est des choses qui arrivent, il y a eu une méprise, j'aurais dû être plus claire. Mais donc j'ai quand même recommandé chez la librairie, et donc il me faut encore attendre 2 semaines de plus et j'ai l'impression que je vais dépérir d'impatience et de hype. C'est pas grave, mais je suis immensément frustrée parce que je voulais absolument le tenir dans mes bras, ce nouveau bébé. Pour ce tome 3, en gros dans ce tome 3, la situation devient de plus en plus grave, mature, en quelque sorte, en tout cas au niveau du ton, puisqu'on se retrouve avec un virus qui se propage et qui touche particulièrement une caste de personnes. Ça va faire que cette caste de personnes va être ostracisée, va être discriminée. Morrigan, elle va essayer de trouver un moyen de trouver le remède à ça, puisque ça va toucher de plus en plus de personnes et que ça va complètement diviser la société et que ça va vraiment faire ressurgir la part raciste, discriminante des gens. Et qu'il y a vraiment cette haine née de cette peur, née de cette xénophobie. Ça rend la situation encore plus violente et les gens encore plus aliénants. Je me rappelle que j'avais lu la première fois le 3e tome en 2021, enfin quand du coup ça a paru en France, et que c'était directement post-Covid.
enfin, on avait quand même encore un pied dedans. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de similitudes par rapport à la situation du Covid, notamment par rapport à tout ce qui était du racisme, de la discrimination anti-asiatique qui avait ressurgi et qui était vraiment tapis en quelque sorte chez les gens qui avaient attendu seulement cette opportunité pour briller de leur racisme, de leur mépris de l'autre, de manière mais vraiment barbare quoi, vraiment primale. Enfin moi personnellement j'ai pas eu à vivre de ce racisme anti-asiatique en France puisque au moment du Covid j'étais à Taïwan, Pépouze, parce qu'ils avaient grave bien géré la situation, donc au final le virus s'est pas propagé et franchement j'étais trop tranquille là-bas. Mais j'ai entendu pas mal de témoignages, que ce soit de mes proches ou des gens en général qui ont subi vraiment des actions racistes, discriminantes assez hard et tu te dis mais l'humain est tellement con. Il y avait pas mal de parallèles également entre les comportements toxiques humains et ce qui se passe dans ce livre. Enfin par exemple à un moment t'as la police qui va protéger une manifestation discriminante, raciste, ouvertement raciste, sous couvert de liberté d'expression, en mode ils font rien de mal, ils font juste la manifestation, alors que ce sont ces mêmes policiers qui vont aller réprimer des manifestations, par exemple Palestine et tout. Voilà, j'étais en mode c'est tellement absurde, mais en fait c'est vraiment ce qui s'est passé avec la police à Paris, enfin bref. Au niveau du système de la société dans laquelle est inscrite Morrigan, je vous avais dit, la société un peu élitiste, qui promet la loyauté, qui promet une famille à tout jamais, une famille éternelle, et ce sont des valeurs, des principes qui font que Morrigan a voulu ardemment rejoindre cette société. Bah, on découvre d'autres couleurs, d'autres visages, facettes de cette société-là. Et parfois, il y a des moments où je sens, putain, on dirait vraiment une vision, perspective très toxique d'une entreprise. Tu vois, une entreprise qui te promet des choses incroyables, qui te promet comme une seconde famille, et en fait, par derrière, qui a un fonctionnement limite méritocratique. Enfin bref, voilà, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais il y a des nuances et c'est pas forcément manichéen. Et face à des situations de crise, la société les gère de manière assez moralement ambiguë quoi. Enfin voilà, ça se fait pas trop. Morrigan, elle se retrouve sous les projecteurs de manière assez négative à cause de ça. Et Morrigan, j'ai l'impression, comme les autres personnages enfants, ils incarnent une vision engagée, militante, idéale selon l'autrice. J'ai l'impression que c'est un peu des porte-parole parfois de l'autrice. Par exemple, à un moment, Morrigan qui dit que enfin vraiment elle en a rien à foutre des normes gouvernementales, le fait que oui mais on peut pas se déployer dans tel ou tel territoire parce que selon la loi blablabla et tout, et que faut être hyper prudent politiquement parlant. Et Morgane elle est en mode mais tant que il y a des gens qui sont en train de mourir, c'est une raison suffisante pour qu'on aille les aider. Et j'ai pas besoin de vous faire un tableau pour vous dresser le parallèle avec quelle situation en ce moment, enfin même plusieurs situations en ce moment. Cette vision hyper rafraîchissante, cette naïveté qui est vraiment dépourvue, qui est vraiment libre des chaînes un peu sociétales, de toutes les normes qu'on nous impose, etc. Ça fait tellement du bien et ce serait bien que d'autres personnes au pouvoir aient ce genre de vision. Voilà, et en plus, comme je suis l'autrice sur Instagram, enfin, elle repartage beaucoup de posts sur la Palestine et tu sens à quel point elle est très engagée dans cette cause, dans plusieurs causes inclusives, etc. Donc j'ai l'impression que Morrigan c'est un peu sa bouée de sauvetage en quelque sorte et que ça représente un peu la voix qu'elle aurait aimé avoir à son niveau. Comment on suit Morrigan? Et ben en fait ça remet un peu en question certaines perspectives qui étaient déjà amorcées avant, enfin où tu vois que dans la société il n'y a pas que des gens gentils, que il y a plusieurs nuances, plusieurs tons chez un personnage. Parfois, ça te laisse un peu le bénéfice du doute à l'antagoniste qui, lui, il est complètement en opposition avec la société. Et ça soulève plusieurs questions et en plus dedans on commence à découvrir, à démêler un peu son passé de manière assez originale, enfin je vous laisserai voir. Ça approfondit un peu ce sentiment de curiosité qu'on peut ressentir vis-à-vis de cet antagoniste parce qu'il reste très mystérieux. On sait juste que c'était le plus grand méchant des méchants, mais limite tu te dis ouais mais il a peut-être d'autres raisons, alors c'est juste un gros connard pour ce qu'il a fait, on sait pas trop, mais ça promet pour la suite, voilà, vu la fin du tome 3. Et pareil, ce genre de nuance, on le retrouve également chez Morrigan, comme j'ai dit. Il y a plusieurs moments assez poignants d'elle où elle fait part de sa vulnérabilité. Parfois, elle a des sentiments, entre guillemets, pas corrects, enfin, je sais pas comment dire, mais voilà, elle éprouve de la jalousie, elle éprouve de l'amertume,
Elle sait que c'est déplacé un peu, mais elle peut pas s'en empêcher, vu ce dont elle a été privée dans son enfance. Il y a des moments qui sont vraiment, vraiment poignants. Et c'est beau, mais elle arrive à grandir. Il y a aussi toute cette question autour de la found family vs la famille biologique, parce que Morrigan, encore une fois, c'est difficile pour elle de se détacher totalement de sa famille biologique et de faire le deuil de tout ce qu'elle a manqué dans cette famille biologique, même si elle les retrouve, même si elle les trouve enfin dans sa found family, mais il y a quand même cette amertume et le fait que elle reste assez nostalgique d'une période, quoi. Et c'est très bien fait, je trouve, parce que c'est vrai que la found family, c'est tellement parfait, c'est tellement idéal que ça représente un refuge qu'on remet pas en question. On se dit, bah voilà, maintenant le personnage, il est heureux à tout jamais, quoi. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça quand t'as un bagage antérieur. Autre chose, de manière plus légère, franchement, si Morrigan, elle est pas gay, je trouve qu'il y a une fraude quelque part. Parce que à chaque fois, enfin plusieurs fois, quand elle voit une femme, elle est en mode oh, waouh, sa créature la plus magnifique du monde et tout. Et elle a pas souvent ce genre de réflexion avec les mecs, tu vois. Donc je me dis, est-ce que c'est juste parce que l'autrice, elle décrit particulièrement bien les femmes et qu'elle leur met beaucoup plus d'attrait physique que les hommes, ou alors c'est du point de vue de Morrigan et que bah, ça montre, ça donne des indices sur son orientation sexuelle plus tard, de manière assez discrète, je sais pas. Mais en tout cas, moi, je lisais à l'œil ces détails, voilà. Je me dis... Bref, pareil au niveau des autres relations, alors là c'est un peu plus grave au niveau du ton, mais il y a quand même encore des petites situations très mignonnes, enfin qui m'ont fait glousser, que ce soit de rire ou de tendresse. Une fois de plus, Morrigan, elle voit à quel point elle peut encore compter sur ses amis. Jupiter, c'est vraiment un papa poule, c'est vraiment un papa qui, dans ce tome, est particulièrement très stressé parce que, en fait, Morrigan, elle prend de plus en plus d'initiatives et ce sont souvent des initiatives risquées voire dangereuses. Et du coup, Jupiter, et je pense qu'il va devenir chaud à la fin. Je pense qu'il va avoir une belle calvitie à la fin, tellement il va stresser, il va perdre sa flamboyante chevelure parce que c'est pas possible avec toutes les emmerdes que Morrigan se coltine. Et puis plus on avance et plus Morrigan également, elle constitue un soutien pour les autres et elle le fait à travers des gestes. En fait, elle n'y arrive pas avec les mots, du coup elle est très maladroite et mon dieu, c'est trop mignon et surtout c'est relatable. Après, j'avoue que pendant cette lecture, il y avait des moments où je me rendais compte où c'était mieux dans ma tête, dans mes premiers souvenirs, que quand je lisais sur le papier. Je pense que dans ma tête, j'avais un peu trop sublimé le truc et du coup quand je l'ai lu, j'étais en mode ok, voilà. Après, ça reste assez cool et puissant, mais j'avoue que dans ma tête, voilà, ça a un peu altéré le souvenir que j'avais. Et puis aussi, vers la fin, j'étais un peu essoufflée avec la fatigue, avec le fait que bah, j'ai enchaîné les 3 tomes, donc au bout d'un moment, bah, ça fait peut-être un peu trop, et que les, les motivations premières qui m'ont lancée dans cette saga sont petit à petit mis en arrière-plan, dans le sens où c'est de plus en plus sérieux et que les moments drôles s'estompent un peu plus, même s'il y avait des moments vraiment drôles que j'avais complètement oubliés, tellement tu sais c'est des petits moments en fait, des petits moments secondaires, et en fait quand je les ai redécouverts, genre je me les suis pris en pleine phase et j'ai trop rigolé et c'était trop bien, et vraiment parce que il y a encore de cette hargne verbale de Morrigan, de Hawthorne et tout, ils sont trop drôles. Mais j'avoue que j'anticipe un peu pour la suite parce que j'ai peur que, je sais pas, dans la suite, je m'attache peut-être un peu moins parce qu'il y a moins de cet innocent, de cette naïveté. Je suis beaucoup moins attachée aux enjeux, aux enjeux principaux de l'histoire, qui, genre avec le virus, avec le mystère autour de Morrigan, même si c'est très intéressant, mais je suis beaucoup moins attachée à ça que juste au cadre familial, amical que développe Morrigan et le fait que je me sens trop bien dedans. La lumière semble se mettre de plus en plus sur ces enjeux-là et du coup ça devient moins une saga de réconfort. Enfin j'ai peur, peut-être que dans le tome 4, non, ça va réussir à retrouver un équilibre, mais j'ai peur quand même parce que c'est sûr qu'il va y avoir des moments encore plus dramatiques. Bilan, je suis quand même super contente d'avoir pu prendre le temps de me remettre à cette saga-là, de me replonger dans cet univers, et j'ai tellement choisi le meilleur moment, c'est-à-dire le moment hyper stressant de la rédaction, de la mise en page, des corrections du mémoire. Franchement, ça a été, comme je l'ai dit, une bulle de réconfort, une bulle où je pouvais m'échapper, où je me disais
la vie mérite d'être vécue. Non, je rigole, j'exagère vraiment beaucoup parce que je suis hyper overdramatique là, mais franchement ça m'a procuré un apaisement bienvenu, plus que bienvenu. Conclusion, bah lisez cette saga. Ça va apporter que du bien dans votre cocon. Au pire, vraiment, si vous n'êtes pas aussi bouleversé que moi, ça va quand même au moins vous faire passer un bon moment. C'est parfait pour l'été, c'est coloré, c'est jovial, c'est... Voilà, pour toutes les qualités que j'ai énoncées au cours de cette vidéo, c'est génial et j'espère que... Voilà. Mais mon usage de post-it est complètement hétérogène. Regardez, au début c'était comme ça, puis c'était comme ça, et là il n'y en a pas du tout, j'ai pas eu le temps de les mettre. Mais bon, j'essaierai d'homogénéiser parce que c'est très moche comme ça. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a emporté le temps d'une vidéo et que pour les non-fans, j'espère que ça vous a donné envie de, voilà, de vous plonger à votre tour, de me rejoindre dans cet univers-là avec les personnages. Et si au contraire vous avez déjà été fan, j'espère que ça vous a ravivé de jolis souvenirs. Merci encore une fois d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je sais que ça a été long et que la qualité n'était pas forcément beaucoup au rendez-vous. Et quant à moi, je vous souhaite de très bonnes lectures, d'aussi bonnes lectures que celles que j'ai pu faire au cours de ces derniers jours. Et je vous retrouve peut-être pour d'autres prochaines aventures tout aussi passionnantes. À bientôt peut-être, je sais pas, j'espère. Salut!